Bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce premier chapitre sur la physique. Donc le premier thème, ça va être sur l'énergie. Et donc aujourd'hui, on va continuer un petit peu comme en première, en faisant quelques rappels pour savoir justement, quelles sont les notions essentielles pour pouvoir aborder ce programme de terminale. Alors, donc quelques rappels de première premièrement sur l'énergie, et on va voir donc ces différentes formes d'énergie. Alors il y en a plusieurs, beaucoup de formes d'énergie qui existent. Voilà, j'ai fait une sorte de résumé de celles que vous devez connaître vous de la première pour la terminale. Donc avec plusieurs formules, on va dire, qui sont véritablement à connaître. Alors, la première ici, donc ici c'est par exemple si j'ai mis une photo d'un soleil puisque c'est l'énergie donc qui va être transportée par les ondes électromagnétiques, c'est ce qu'on appelle un rayonnement, c'est-à-dire tout simplement de la lumière. Donc la lumière visible ou l'infrarouge, n'importe quel type de lumière, de toute façon, quelle que soit sa longueur d'onde, va transporter une certaine quantité d'énergie. Alors ici, c'est ce qu'on va appeler de l'énergie, on peut l'appeler lumineuse, mais souvent on l'appellera énergie, marqué en bleu, énergie rayonnante. Alors, comment est-ce que je fais pour calculer cette énergie rayonnante? Alors, je vais utiliser le symbole E pour énergie, et elle va être égale à une constante qui s'appelle la constante de Planck, qu'on va noter petit h, fois la fréquence. Alors la fréquence, on a deux moyens pour la noter. Soit je peux la noter par la lettre F minuscule pour fréquence. Quand il s'agit d'ondes lumineuses, souvent on utilise une autre notation. On va utiliser cette lettre grecque. Ici c'est la lettre nu. Donc cette lettre nu ici c'est une sorte de V un peu incurvé. Et moi j'utiliserai souvent la lettre nu pour la lumière, E égale H nu. Donc l'énergie qui est contenue ce qu'on appelle un photon, va être égale à une constante multipliée par sa fréquence. Globalement, plus la fréquence d'un photon est élevée, plus l'énergie qu'il contient est importante. C'est-à-dire que par exemple, si on prend des ultraviolets, l'ultraviolet, la fréquence est plus importante que les infrarouges, donc c'est de la lumière qui va être beaucoup plus énergétique. Alors il existe évidemment une relation entre la fréquence et la longueur d'onde, donc on va la continuer cette formule, donc c'est H égale, E égale HC sur lambda, avec C la célérité de la lumière, donc ça c'est la célérité, qui est égale à 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde, et puis lambda, c'est sa longueur d'onde. Donc ici, ça c'est à connaître, ça c'est la longueur d'onde. Et puis nu, ça c'est la fréquence. Voilà, ça c'est la première type d'énergie qu'il faut connaître, l'énergie rayonnante. Ici, vous voyez, j'ai un deuxième énergie, donc ici j'ai quelqu'un qui fait de la planche à voile, donc il se déplace. Il se déplace, et puis on a vu ici que quand on avait un mouvement, on va aller posséder une énergie cinétique. Alors, en première, on a vu que les translations. Cette année, en terminale, on verra aussi les mouvements de rotation. Donc pour une énergie en translation, la formule qu'il faut connaître, c'est quoi? Et c'est EC pour énergie cinétique égale 1 demi de la masse fois la vitesse au carré. Voilà, 1 demi de mv2, ça c'est l'énergie cinétique de translation de votre système. L'énergie potentielle de pesanteur, si vous êtes par exemple en hauteur, vous allez acquérir une certaine énergie qui va dépendre de quoi? Cette énergie potentielle de pesanteur que moi je noterai EPP pour énergie potentielle de pesanteur, c'est proportionnel à la masse, puisque c'est beaucoup plus difficile de soulever un objet lourd qu'un objet qui est léger, on va dire, fois G. G, c'est l'accélération de la pesanteur. C'est environ 10 mètres par seconde carré ou 10 newtons par kilogramme. Les deux unités sont équivalentes, elles ont les mêmes dimensions. Et donc, c'est une valeur, donc c'est une constante, tout simplement. Le G ici, c'est 10. Alors, si on veut être précis, c'est plutôt de 9,8. Mais en fait, globalement, ici, c'est à peu près 10. Fois quoi? Fois, la hauteur Z. Alors, par contre, quand on décide de noter une altitude, donc si je trace un axe Z ici, le 0, je peux le mettre n'importe où.
Voilà, je peux le mettre ici, je peux le mettre là, je peux faire ce que je veux. Alors si je décide que l'altitude ici Z0 est égale à 0, donc 0 mètres, hein, si c'est en mètres, et bien dans ce cas-là, je vais garder cette formule-là. Par contre, si à un moment donné je peux décaler mon 0 par rapport à une référence, comme par exemple le niveau de la mer, eh bien je vais rajouter une constante. Alors je vais mettre mgz, puis je vais mettre aussi entre parenthèses aussi, plus une constante, ça va dépendre. Alors nous en terminale, on s'arrangera toujours pour que l'altitude 0 soit égale à 0, comme ça, eh bien on va pas avoir besoin de cette constante. Donc on va dire tout simplement que l'énergie potentielle de pesanteur c'est égal à mgz, c'est-à-dire z, c'est l'altitude. Souvent on représente l'altitude sous un axe z, puisque vous avez un repère OX, Y, Z, et Z c'est souvent l'altitude. Alors, à partir de ça, en fait, cette somme des deux, donc la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle, c'est ce que l'on appelle l'énergie mécanique. Donc ça, c'est l'énergie mécanique qu'on va noter EM pour énergie mécanique. Et bien l'énergie mécanique, c'est justement la somme de ces deux énergies. L'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur. Alors en fait, pour être un petit peu plus précis, mais c'est pas de votre programme, en fait l'énergie mécanique c'est la somme de toutes les énergies macroscopiques. Alors les énergies potentielles de pesanteur, on peut rajouter ici par exemple un plus, un énergie par exemple potentielle élastique. Si j'ai un objet qui possède donc un élastique et que je tire, il va acquérir une certaine forme d'énergie potentielle. Bon, la plupart du temps, on se contentera que de cette formule-là, mais il faut savoir que ici, c'est l'énergie mécanique, c'est l'énergie globale d'un système dans son état microscopique. Alors, suivante, c'est l'énergie, ici j'ai mis les thermomètres, donc c'est l'énergie qui va correspondre à l'agitation des atomes et des molécules. En fait, c'est ce qu'on va appeler de l'énergie tout simplement thermique. Donc l'énergie qui est due à la température, donc on va appeler ça de l'énergie thermique. Vous savez qu'en fait, eh bien, plus vous chauffez un corps, plus les particules qui vont les composer vont s'agiter. Donc en fait, ce qu'on appelle de l'énergie thermique, eh bien, on pourrait appeler ça aussi de l'énergie cinétique. D'accord? C'est de l'énergie cinétique, mais cette fois-ci macroscopique. En fait, microscopique. L'énergie cinétique macroscopique, elle se calcule comme étant ici, un demi de MV2, mais je pourrais très bien appliquer à mon système, eh bien, une énergie cinétique microscopique, un atome qui se balade, eh bien, il a ça. Et donc, ce qu'on va appeler énergie thermique, c'est la manifestation de cette énergie microscopique de cinétique. Alors, comment est-ce qu'on fait pour la calculer? Souvent, eh bien, en fait, cette énergie, en fait, va être liée aux échanges de chaleur. Il y a souvent une formule à mettre, je ne vais pas vous la mettre ici, mais voilà, c'était souvent la variation d'énergie interne, et donc on allait transmettre de la chaleur, c'est proportionnel à la masse, à ce qu'on appelle la capacité calorifique, et puis la variation de température. Ensuite, vous avez l'énergie donc qui est stockée au cœur de la matière dans les liaisons entre les atomes. Et bien, quand vous cassez les liaisons entre les atomes, et bien, comme ici, quand on fait brûler du feu, vous cassez les liaisons, par exemple, si c'est du bois, c'est de la cellulose, vous cassez les liaisons entre entre les atomes, et vous allez libérer de l'énergie. Ça veut dire que cette énergie, elle était contenue avant, elle est contenue au cœur de la matière, c'est ce qu'on appelle de l'énergie chimique. Donc ici, c'est ce qu'on appelle l'énergie, donc chimique. Donc je vous mets ensuite, elle est donc présente dans toutes les sources d'énergie fossile, dans les batteries, etc. Les réactions chimiques permettent de l'utiliser. Voilà, à partir du moment où on fait des transformations chimiques, eh bien l'énergie qui est contenue dans les réactifs, c'est ce qu'on appelle de l'énergie chimique. Ensuite, eh bien, vous voyez, j'ai mis ici des centrales nucléaires. Donc l'énergie qui est contenue au cœur de ces atomes, alors au cœur plutôt des noyaux des atomes, dans les noyaux, eh bien les protons et les nucléons sont liés ensemble, et quand j'arrive à casser ces liaisons-là, eh bien je vais libérer de l'énergie. Alors l'énergie chimique, c'est les liaisons entre les atomes. Par contre, si je casse ces atomes-là, si je casse les noyaux des atomes, eh bien je vais libérer de l'énergie. Alors ça, c'est ce qu'on utilise par exemple dans les réactions de fission nucléaire. On prend de l'uranium, c'est-à-dire un noyau d'atome très très lourd et très très massif, et on arrive à le casser en plusieurs morceaux, et en faisant ça, eh bien on libère de l'énergie. Alors la formule associée à ce genre
de transformation, c'est la fameuse formule de Monsieur Einstein, donc E égale mc au carré. Bon, pour l'instant, elle n'est pas à connaître, on la verra un peu plus tard dans cette année. Donc cette énergie s'appelle de l'énergie nucléaire. Donc nucléaire, qui vient du nucléus, qui veut dire noyau. Et puis la dernière forme d'énergie qu'il va falloir connaître ici, eh bien c'est l'énergie électrique. Ici j'ai mis une petite ampoule. Donc l'énergie électrique. Et comment est-ce que je fais pour la calculer? Souvent, eh bien si je connais la tension et l'intensité qui va traverser un courant pendant une certaine durée, eh bien je peux connaître que l'énergie électrique c'est égal à P fois delta T. Pardon, j'ai fait une erreur. Donc la puissance fois la durée. Et cette puissance, si c'est un conducteur ohmique par exemple, eh bien ça sera U fois I. Donc on a U fois I fois delta T. Voilà, donc c'est comme ça qu'on peut calculer différents types. Donc à chaque fois, il existe des formules pour la calculer, cette énergie, ou alors peut-être plutôt des fois c'est plutôt une variation d'énergie qu'on va calculer. Donc ça, ce sont des formules qui sont à connaître. P égale E égale P fois T, ça c'est à connaître. EC égale 1 demi de VNV2, c'est à connaître. EPP égale MGZ, c'est à connaître. EM égale EC plus EPP, c'est à connaître. Et puis la dernière, E égale H nu ou HT sur lambda. Voilà. Donc, relation, ensuite c'est petit 2, c'est relation entre la puissance, alors je mets entre parenthèses ici moyenne, parce que on ne l'avait pas appelé comme ça l'année dernière, maintenant on va l'appeler comme ça moyenne, puisque on va, dans une prochaine leçon, eh bien, distinguer deux types de puissance, la puissance qu'on va appeler moyenne et la puissance qu'on va appeler instantanée. Donc c'est la formule que j'ai écrite déjà au-dessus, donc en fait votre puissance, donc je vais rajouter un petit moi pour dire que c'est la moyenne. Donc la puissance moyenne, c'est égal à la variation d'énergie sur la durée, c'est-à-dire la variation de temps. Je rappelle quand même pour les unités, mais les formes d'énergie se mesurent en joules, le temps se mesure en secondes, et les puissances ici vont se mesurer en watts. Donc on peut voir quoi? Que la puissance, en fait, c'est une sorte de débit d'énergie, d'accord? En fait, plus un système va pouvoir débiter de l'énergie rapidement, et bien plus il va être puissant. Voilà, c'est comme ça qu'on peut voir la puissance, c'est le débit d'énergie, c'est-à-dire la quantité d'énergie qui va s'écouler dans un certain laps de temps. Dernière chose aussi à connaître au point de vue des formules, c'est le rendement d'une conversion. Alors ça, vous en avez déjà fait beaucoup en première. Le rendement, on va le noter par la lettre eta, donc c'est cette lettre grecque qui se trouve ici. Et c'est quoi? C'est tout simplement le rapport entre ce qu'on appelle l'énergie utile, c'est-à-dire celle qui va nous servir, sur l'énergie que l'on va apporter. Alors, je peux l'exprimer aussi en pourcentage, donc dans ce cas-là, je vais faire fois 100. Sinon, ce sera un chiffre qui sera compris entre 0 et 1, mais souvent, on met quand même un rendement est égal, par exemple, à 80%. Voilà, donc ça veut dire on va l'utiliser en pourcentage. Alors, si j'insère cette relation ici dans mon énergie, eh bien, les delta T vont se supprimer, et donc je peux aussi l'exprimer non seulement avec les valeurs d'énergie, je peux l'exprimer aussi avec la puissance. Donc la puissance utile de votre système divisé par la puissance apportée fois 100, donc forcément ici. Voilà. Dernier point ici, c'est plutôt une remarque, on va dire plutôt qu'un point. C'est justement certains types de convertisseurs. Alors quand on va calculer un rendement, donc la puissance utile, c'est celle-ci, c'est la puissance que je vais récupérer moi. La puissance apportée, c'est celle qui va être apportée ici dans mon système. Et donc certains convertisseurs, comme par exemple un moteur électrique, qu'est-ce qu'il va faire? Il va convertir un type d'énergie en un autre type d'énergie. Alors certains convertisseurs vont être ce qu'on appelle réversibles, ça veut dire qu'ils vont pouvoir aller dans les deux sens. Un moteur par exemple, si un moteur électrique, si vous l'alimentez en électricité, eh bien il va produire du mouvement, c'est-à-dire de l'énergie mécanique. Par contre, si vous faites tourner vous manuellement un moteur, eh bien il va produire un courant électrique. C'est ce qu'on appelle un système réversible. Alors ces systèmes réversibles sont assez rares. La plupart du temps, ils sont irréversibles. Ça veut dire qu'ils ne peuvent fonctionner que dans un seul sens. Mais ça peut arriver d'en trouver ici. Alors, vous allez pouvoir noter ici donc
Donc, eh bien, certains convertisseurs sont réversibles. L'énergie peut transiter dans les deux sens en changeant de forme. Je vais marquer ici en plus petit. Voilà. Donc certains convertisseurs sont réversibles. L'énergie peut transiter dans les deux sens en changeant de forme. Alors exemple ici, donc c'est mon histoire de mon moteur électrique. Donc par exemple dans un tramway, eh bien on va passer d'une certaine forme d'énergie à une autre forme d'énergie ici. Alors qu'est-ce qui se passe? Un moteur électrique, eh bien évidemment je vais l'alimenter en énergie électrique. Et qu'est-ce qu'il va fournir? Lui, il va fournir du mouvement, c'est-à-dire de l'énergie qu'on va appeler mécanique. Donc cette énergie, ça va être mon énergie utile, celle qui va me servir à faire que ce dont j'ai besoin, et ça va être mon énergie apportée, celle que je vais lui donner. Par contre, vous voyez qu'il y a toujours une petite flèche ici, puisqu'en fait, il existe toujours des pertes, des pertes, puisque en fait, eh bien, par exemple, un conducteur ohmique, eh bien, va libérer de l'énergie des fois sous forme de chaleur, sous forme thermique, et donc ces pertes ne vont pas être utiles. Donc la plupart du temps ici, ces pertes, eh bien, s'exprimeront sous forme d'énergie thermique due au frottement que l'on peut faire. Par exemple, le moteur aussi va frotter, il va s'échauffer à cause des mouvements, et cette énergie, elle va être perdue. On ne va pas l'utiliser. Donc la plupart du temps, ce seront des pertes d'énergie sous forme thermique. Par contre, si mon moteur, je le mets de mode réversible, eh bien, qu'est-ce qui va se passer ici? Eh bien, si je lui donne de l'énergie au départ, de l'énergie mécanique, eh bien, je vais pouvoir, lui, redonner de l'énergie sous forme, eh bien, électrique. Je vais créer un courant électrique. Malheureusement, évidemment, je vais toujours avoir des pertes sous forme d'énergie thermique. Et là, dans ce cas-là, si je fais cette conversion, si je fais cette réversion, eh bien à chaque fois, évidemment, je vais avoir des pertes. Alors, on peut dire que la plupart des convertisseurs, par contre, eux, ne sont pas réversibles. Ils ne peuvent former que dans un seul sens. Par exemple, si je prends un panneau photovoltaïque, eh bien lui, si je l'éclaire, mon panneau photovoltaïque avec de la lumière, eh bien il va produire un courant électrique. Par contre, si j'alimente en électricité, il va pas produire de lumière. Donc celui-là, il est irréversible. C'est pas possible de le faire fonctionner dans les deux sens. Donc un panneau photovoltaïque transforme de manière irréversible l'énergie de rayonnement. C'est on a la lumière en énergie électrique. Voilà, c'est tout pour ces rappels. Ça, c'est des choses que vous avez vues en première, que vous avez vues beaucoup de fois en première. Il faut les maîtriser absolument, puisque en fait, la suite va être un petit peu plus difficile. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.